Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins Croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Tout le monde chez Dynatech Industries, un géant de l'ingénierie basé à Toulouse, connaissait Charles Durand, le PDG réputé pour son arrogance, son obsession de la perfection et sa foi inébranlable dans les diplômes des grandes écoles. Personne ne faisait attention à Léa Morel, 19 ans, fille du concierge, qui balayait discrètement les couloirs, un carnet de croquis mécaniques à la main et les doigts toujours tachés de cambouis. Ce que personne ne savait, c'est que Léa avait passé des mois à étudier en secret les schémas du moteur Helios X, un prototype révolutionnaire censé fonctionner sans carburant fossile. Le moteur ne démarrait pas, et même les ingénieurs de Polytechnique embauchés par Dynatech jetaient l'éponge. Un matin, Charles descend dans l'atelier pour inspecter le prototype et trouve Léa, les yeux brillants, en train d'observer le moteur avec intensité. Ce n'est pas un jouet pour femme de ménage, ironise-t-il, provoquant les rires autour de lui. Mais Léa le regarde droit dans les yeux. Peut-être que vous devriez laisser une femme de ménage y jeter un œil. Intrigué, amusé et certain de sa supériorité, le PDG lui lance un défi en pleine salle. Si tu arrives à le faire fonctionner avant ce soir, je te donne un poste d'assistante technique. Sinon, ton père et toi, vous partez. Le silence tombe. Léa accepte. Elle se plonge dans le moteur comme si elle lisait un livre qu'elle connaissait par cœur. Elle commence à démonter les circuits, à recalibrer les paramètres d'alimentation et à corriger des erreurs subtiles que même les experts n'avaient pas remarquées. Tout le monde l'observe en silence. Personne ne comprend comment elle sait quoi faire, mais elle avance avec la certitude de quelqu'un qui a déjà tout prévu. En réalité, Léa avait accès au schéma depuis des mois grâce aux notes jetées dans la poubelle de la salle d'ingénierie. Elle a tout reconstruit chez elle, pièce par pièce, avec des composants imprimés en 3D et de la récup. Heure après heure, les plus sceptiques se rapprochent, les ingénieurs prennent des notes sur ce qu'elle modifie. Vers 17h34, elle appuie sur le bouton d'allumage. Le moteur gronde. Lentement, mais sûrement, il se stabilise. Les voyants passent au vert. Le moteur Helios X fonctionne. L'atelier reste figé. Charles Durand, blême, avance lentement. « Ce n'est pas possible » murmure-t-il. Léa lui tend une clé USB avec les logs complets et dit simplement « Ce qui est possible, c'est ce qu'on comprend ». Mais au moment où tout le monde s'apprête à l'applaudir, le tableau de contrôle passe subitement au rouge. Alerte. Séquence de blocage. Léa consulte les données. Quelque chose cloche. Elle remarque un blocage logiciel caché dans les lignes de commande, un sabotage délibéré. Elle relève la tête. Quelqu'un voulait que ce moteur échoue. Et ce n'était pas un simple bug. À cet instant, Léa n'était plus la fille du concierge. Elle était celle qui avait compris que le problème n'était jamais technique mais humain. Et qu'elle venait, sans le vouloir, de poser le pied dans un nid de serpent qui ne laisserait personne s'échapper sans brûlure. Le lendemain matin, toute l'entreprise Dynatech Industries bruissait de rumeurs. Le prototype Helios X avait démarré, mais une alerte rouge soudaine avait révélé quelque chose d'inquiétant. Seule Léa Morel semblait comprendre que ce n'était pas une simple anomalie, mais une manœuvre intentionnelle. Elle passa la nuit à analyser les journaux système sur son ordinateur portable, dans le petit logement du gardien qu'elle partageait avec son père à l'arrière du bâtiment principal. Ce qu'elle découvrit changea tout. Le code contenait une séquence dissimulée sous une signature d'accès de niveau administrateur nom d'utilisateur, C-Durand-exécutif. Le sabotage venait du plus haut niveau. Charles Durand lui-même. Pourquoi un PDG compromettrait-il volontairement son propre moteur révolutionnaire? Léa se souvint d'une chose étrange. Les tests avaient été suspendus soudainement 3 mois plus tôt, après que Camille Geoffray, une ingénieure chevronnée du projet, eut quitté l'entreprise dans un silence absolu. Pas d'adieu, pas de transfert, aucune trace. Léa décida de fouiller les archives papier stockées dans une ancienne salle de documentation technique au sous-sol. Là, elle trouva une page oubliée, griffonnée à la main. Un schéma de circuit alternatif et une annotation dramatique, ne jamais alimenter ce moteur sans le module tampon et risque de surcharge critique. Cette mise en garde n'avait pas été prise en compte.
Pire, elle avait été volontairement supprimée des fichiers numériques. Pendant la pause déjeuner, Léa se rend discrètement au service informatique et discute avec Mehdi Benchek, un technicien bienveillant, ancien collègue de son père. Il confirme ses soupçons, un ancien identifiant R-BAD-Bassiofray avait été effacé du serveur central. Mehdi lui murmure, on ne supprime pas ce genre d'accès sans couvrir ses traces. Il s'est passé quelque chose. Et ce n'est pas joli. De retour à l'atelier, Léa déverrouille une vieille interface de sauvegarde. Grâce à un script de récupération, elle restaure un fichier audio daté d'une réunion privée entre Durand et un cadre commercial. Le moteur n'a pas besoin de fonctionner. Il doit juste briller sur PowerPoint. On signe avec les Japonais, on encaisse et on abandonne le projet dans 6 mois. Pas besoin de tampons ni de sécurité. Léa enregistre tout. Elle n'a pas de badge, pas de bureau, mais elle a la vérité. Et elle sait que si elle l'expose de front, son père sera le premier à en souffrir. Ce même soir, elle reçoit un email anonyme, on sait ce que tu sais. Si tu veux protéger ton père, ferme ta bouche. Mais Léa ne peut plus reculer. Elle contacte Camille Geoffray, désormais chercheuse indépendante dans une fondation d'innovation basée à Grenoble. Camille accepte de la rencontrer. La vérité est glaçante. Camille avait été virée après avoir refusé de falsifier un rapport de sécurité. Elle révèle à Léa que le vrai moteur Helios X, la version complète et fonctionnelle, existe quelque part, démonté, caché. Le prototype actuel est un leurre. Une arnaque industrielle. Dans les jours qui suivent, Léa rassemble les preuves, les envoie de manière cryptée à une liste de contacts. Camille, Mehdi, un ancien journaliste technologique, et même à un membre discret du conseil d'administration nommé François Delaunay, connu pour son intégrité. Mais ce faisant, elle devient une cible. Son badge d'accès est désactivé. Son ordinateur portable est confisqué. Elle retrouve la serrure de son logement fracturée. Et sur son oreiller, une note écrite à la main, « Tu veux jouer aux grandes? Tu finiras balayé. Comme ton père. » Mais Léa ne recule pas. Elle n'est plus la petite fille timide des couloirs. Elle est maintenant celle qui détient la clé d'une vérité explosive. Une vérité qui, une fois révélée, pourrait non seulement faire tomber un PDG, mais révéler un système entier de corruption industrielle à l'échelle européenne. Elle planifie alors l'impensable, une démonstration publique du moteur réel, celui de Camille, avec preuve à l'appui. Et cette fois-ci, le monde entier la regardera. La salle de conférence principale de Dynatech Industries, d'ordinaire réservée aux réunions de direction, est désormais transformée en théâtre d'audit. Le conseil d'administration, 2 représentants du groupe d'investissement japonais Kogane Tech, un huissier de justice et une poignée de journalistes spécialisés sont réunis. Au centre de la pièce, Léa Morel, en jean et chemise froissée, fixe calmement les écrans tandis que, face à elle, Charles Durand garde un faux sourire tendu. L'air est chargé, presque électrique. Quand Léa commence à parler, la pièce tombe dans un silence de cathédrale. Elle ne joue pas la victime. Elle déroule méthodiquement les preuves, les logs du sabotage, les fichiers audio, les schémas techniques falsifiés. Sur l'écran géant apparaît le moment décisif, Durand qui affirme cyniquement que le moteur n'a pas besoin de fonctionner, tant qu'il impressionne les investisseurs. Les murmures commencent. Les actionnaires se regardent. Le représentant japonais, Takeshi Nomura, se lève, visiblement troublé. « Monsieur Durand, est-ce bien votre voix ?» Mais Charles ne répond pas. Il regarde ailleurs, son masque de pouvoir se fissure. Il sait que l'enregistrement est authentique. Il sait que le scandale est inévitable. C'est alors que Camille Geoffray entre dans la pièce, tenue sobre, regard dur. « J'ai été licencié sans motif pour avoir refusé de signer un rapport frauduleux. Aujourd'hui, je témoigne. » Les flashs des journalistes s'activent. L'audience bascule. La supercherie est publique. Le président du conseil, François Delaunay, prend la parole. « Monsieur Durand, vous êtes suspendu avec effet immédiat. Une enquête judiciaire sera lancée. » Mais Léa reste sur ses gardes. Elle sait que Durand est un homme de ressources. Et elle a raison.
À peine la séance terminée, elle découvre que ses accès informatiques ont été supprimés, son badge désactivé et son logement évacué sous prétexte de mise aux normes. On tente de l'effacer de la structure. Pire encore, un journaliste bienveillant l'informe discrètement. Vous n'êtes pas en sécurité. Quelqu'un a été vu en train de photographier votre père. On parle d'intimidation. Léa comprend alors, elle n'a pas simplement défié un homme, elle a défié un système. Un réseau de connexions, de financements occultes et d'intérêts croisés entre industriels, politiques et fonds d'investissement. Elle retourne voir Camille, qui l'informe qu'ils détiennent toujours le véritable prototype, celui construit en secret avant son licenciement. Un modèle complet, prêt à fonctionner. Léa décide d'agir. Elle contacte une plateforme d'innovation indépendante à Lyon, Fusion Libre, connue pour diffuser des projets open source dans le domaine de l'énergie. Elle leur propose une idée folle, organiser une démonstration publique du vrai moteur à énergie ionique. Mais cela implique de le sortir clandestinement d'un entrepôt privé où il est caché depuis des mois. Avec l'aide de Mehdi, IT, Camille, Ingénierie, et François, appui légal discret, elle orchestre l'extraction. Une nuit pluvieuse, ils réussissent à charger le moteur dans une camionnette banalisée et le transportent jusqu'à une halle industrielle reconvertie à vie urbaine. C'est là que l'événement aura lieu. Pendant ce temps, la presse s'emballe. Léa est devenue une figure médiatique. La fille du concierge qui a terrassé un empire. Mais aussi une cible. Sur les réseaux, des messages haineux émergent. Des comptes anonymes la traitent de menteuse, hacker, usurpatrice. Une guerre d'images commence. Puis vient l'ultimatum. Un message anonyme, envoyé à 3h42 du matin. Si tu branches ce moteur en public, ton père le paiera. Léa pleure pour la première fois. Mais seulement quelques minutes. Ensuite, elle relève la tête. Elle sait que ce combat dépasse sa propre personne. Elle en parle à son père, Marc Morel, qui lui répond simplement. J'ai passé 25 ans à balayer les erreurs des autres. Il est temps que tu les effaces, toi, une bonne fois pour toutes. Et c'est ainsi qu'elle prend la décision la plus risquée de sa vie, faire la démonstration en direct du moteur révolutionnaire, devant caméra, scientifiques, journalistes, et un monde prêt à la juger. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que Charles Durand n'a pas dit son dernier mot. Et que parmi les invités du jour J, quelqu'un travaille encore pour lui. Le 18 mai à 14h30, l'entrepôt désaffecté de Villeurbanne s'est transformé en arène scientifique. Sous les projecteurs de France Info, Tech & Co, Le Monde Innovation et de médias internationaux comme Euronews ou NHK, une foule de journalistes, d'ingénieurs indépendants et d'universitaires s'est rassemblée pour voir ce que tout le monde appelait désormais le moteur interdit. Et au centre, vêtue simplement d'un jean, d'un blouson de travail et de baskets poussiéreuses, Léa Morel. La jeune femme, inconnue quelques semaines plus tôt, s'apprêtait à présenter au monde une technologie censurée, enterrée et sabotée par sa propre entreprise. Le moteur, enveloppé d'un drap noir, trônait au milieu de la scène improvisée. Autour, Camille Geoffrey vérifiait les connexions, Mehdi surveillait les flux de données et François Delaunay, vêtu en civil, saluait discrètement quelques journalistes. L'ambiance était tendue, les murmures nombreux. Mais il y avait aussi des visages inconnus, en costume sombre, qui ne prenaient pas de notes. Ils regardaient, écoutaient et attendaient. À 15h02, Léa prit le micro. Sa voix tremblait à peine. Ce moteur n'a pas été construit dans un laboratoire sponsorisé. Il a été imaginé dans la tête d'une femme licenciée pour avoir dit la vérité, affiné par une équipe de passionnés et terminé dans un atelier de fortune. Il n'utilise pas de carburant. Il se recharge seul par impulsion ionique. Il est stable, efficace et propre. Et pourtant, il a été enterré parce qu'il dérangeait les intérêts de quelques puissants. Aujourd'hui, on ne le cache plus. On le montre. Elle ôta le drap noir. Le moteur, compact, élégant, composé de céramique renforcée, de bobines concentriques et d'un système d'isolation thermique inédit, se mit à pulser lentement sous l'effet du démarrage. La pièce devint silencieuse. On entendait seulement le bruit doux du champ électromagnétique en rotation. Les voyants passaient au vert. Aucun échauffement.
Aucune fuite. Zéro émission. Les scientifiques se levèrent. Certains pleuraient. D'autres prenaient des vidéos en direct. Les données s'affichaient sur les écrans géants, tout fonctionnait. Une chercheuse de l'école normale supérieure s'approcha, bouleversée. Ce que vous avez construit est le début d'une révolution énergétique. C'est l'équivalent du passage à l'électricité au XIXe siècle. Mais ce moment d'euphorie fut brusquement interrompu. Une coupure de courant. L'éclairage s'éteint. Les écrans vacillent. Un bruit métallique claque dans un coin du hangar. Quelqu'un tente de débrancher le générateur de secours. Mehdi crie « Sabotage !» Dans l'obscurité, Léa protège le moteur de son corps. Camille enclenche une batterie de secours. François appelle les forces de l'ordre. En quelques secondes, 3 hommes en costume tentent de fuir l'entrepôt. Mais ils sont interceptés à la sortie. Dans la poche de l'un d'eux, un dispositif d'interférence conçu pour griller les circuits. C'est alors que la police découvre une carte d'accès de Dynatech Industries, toujours active. L'un des saboteurs travaillait pour le service juridique de l'entreprise. L'implication de Charles Durand est désormais évidente. L'affaire fait la une de tous les journaux le lendemain matin. Tentative de sabotage lors d'une présentation scientifique, Dynatech dans la tourmente. Léa Morel, de concierge à Génie de l'énergie. Un moteur sans carburant, mythe ou miracle français? Le gouvernement annonce l'ouverture d'un programme national pour évaluer et sécuriser la technologie présentée. Léa reçoit une invitation personnelle de l'Élysée, mais elle décline. Elle déclare: « Je ne veux pas être une héroïne. Je veux être utile. » Elle fonde alors Atelier Vérité, un laboratoire indépendant basé à Lyon, financé par du mécénat participatif, dédié à l'innovation responsable, éthique et libre. Camille devient directrice technique. Mehdi dirige la sécurité numérique. Et Marc Morel, son père, désormais retraité, raconte leur histoire aux jeunes visiteurs du centre avec une fierté discrète. Quant à Charles Durand, il est inculpé pour fraude, mise en danger de la vie d'autrui et tentative d'obstruction à l'innovation. Son empire s'effondre en quelques mois. Mais plus fort que sa chute, c'est la naissance d'un espoir que retient la France, celle d'un avenir où l'on n'a pas besoin de diplôme pour être brillant, ni de pouvoir pour faire la différence. Il suffit de croire en ce que l'on construit et de ne jamais reculer face à la vérité.